réseaux sociaux, c'est pas pour faire beau. Non, faut arrêter. C'est un vrai levier d'acquisition. Je fais très souvent de la veille. Les restaurants qui cartonnent aujourd'hui, ils racontent des histoires sur les réseaux, Mais en fait. totalement. Les gars, faut arrêter d'être amoureux de son produit. Il faut être amoureux de son client. Que si sur Insta, tu fais une com de malade, il faut que quand les gens viennent sur place, ils ressentent exactement la même chose. Je pense même qu'avant d'aller manger au resto, on mange des réseaux sociaux, j'ai envie de dire. Ça, c'est un vrai conseil. En fait, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a de tout, comme dans les restos, comme dans toute industrie. Je dis, alors tu les veux, ces têtes de con dans ton resto? C'est pas du bullshit non plus, quoi. Je veux dire, on veut vraiment aider les gens. Bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Tomato Talks. Et aujourd'hui, vous allez rentrer au cœur de l'équipe de Bistrobiz, quelque part, parce qu'on accueille la grande et belle Perrine Batou, qui est donc la directrice marketing et communication chez Bistrobiz et qui accompagne aussi donc les restaurateurs dans leur quotidien, qui les coach, qui les pousse à améliorer leur visibilité, leur communication, leur marketing. Et justement, aujourd'hui, on va aborder des sujets qui sont quand même super impactants, puisque Perrine va nous partager justement son point de vue, non seulement sur le côté marketing, communication, en vous apportant beaucoup de valeur, beaucoup de conseils, mais on va aussi, parce que Perrine a un passé dans le recrutement aussi, et justement, elle va vous montrer le lien qu'il peut y avoir avec vraiment la partie recrutement, qui est quand même tout aussi importante, et on le sait très bien, dans la resto aujourd'hui. Donc, si vous aimez ce podcast, surtout n'hésitez pas à nous mettre un petit like et à nous pousser encore plus, parce que c'est vous qui nous donnez l'énergie aussi pour apporter de plus en plus de sujets sur la table et pour vous donner et donc c'est vous qui nous donnez toute l'énergie adéquate, et c'est pour vous qu'on fait tout ça aussi principalement. Donc, dites-le nous. Alors, j'ai envie de rentrer cash un petit peu dans le vif du sujet par rapport à toi, c'est-à-dire que ça fait maintenant quasi depuis le début que tu es avec nous chez Bistrobiz en tant que responsable marketing et communication. Et pourtant, tu ne viens pas du tout de ce milieu-là, puisque quand je t'ai connue, d'abord en tant qu'amie, tu étais littéralement dans le recrutement. Et je me souviens qu'il s'est passé des hauts et des bas justement dans cette phase de recrutement, qui se répercute en plus aujourd'hui énormément dans ce qu'on fait au sein de Bistrobiz finalement, et ça c'est génial, mais ça n'a pas toujours été génial. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter cette phase-là de recrutement, ce que tu as vraiment appris en positif finalement dans cette expérience, mais aussi ce que tu en as tiré de peut-être incohérent ou quoi ou qu'est-ce? Ouais, carrément. Donc en effet, moi j'ai travaillé pendant 3 ans dans le recrutement, que ce soit dans l'intérim ou après dans un cabinet vraiment de recrutement où on était plus spécialisé par secteur. Et moi j'étais en charge du secteur informatique, donc des postes qui étaient pas facile, parce qu'il y avait déjà toute une maîtrise de la technique à comprendre, parce que malgré tout, on est vraiment formé pour connaître un peu toutes les facettes des différents métiers, vraiment pour qu'on puisse être au plus proche à la fois des clients, pour connaître leurs besoins, et à la fois aussi des candidats, pour vraiment comprendre quand on fait les entretiens et capter quand ils nous racontent quelque chose. Et donc, c'était aussi un univers et des postes qui étaient très pénuriques. Parce que forcément, dans l'informatique, il y en a qui sortent d'écoles d'ingénieurs, plein de choses comme ça qui sont très demandées. Et eux, du coup, le savent, les candidats, et donc sont très exigeants, demandent des salaires astronomiques. Et donc forcément, ça a été très challenging. Je pense que ça a renforcé vraiment mon côté, justement... de devoir toujours se dépasser, se surpasser. On était aussi dans l'entreprise dans laquelle j'étais, que je ne citerai pas, mais du coup, on était hyper poussés à bout. Pour le coup, Ok. on avait des objectifs à atteindre, donc bon, comme beaucoup d'entreprises, bien sûr. Mais c'est-à-dire que tant que tout allait bien, on te laissait tranquille. Mais par contre, dès que tu avais un peu des coups de mou, parce que il y avait plein de facteurs qui pouvaient rentrer en compte, comme je le disais, c'est des postes qui étaient très compliqués à recruter. Les candidats, il y avait une pénurie sur le marché, mais de dingue. Et en fait, quand tu as des coups de mou, on est sur ton dos tout le temps. On te presse comme un citron jusqu'à ce que limite t'en puisses plus. Et donc, je dirais que cette expérience-là, elle a été hyper enrichissante, parce que ça m'a donné
Enfin, ça m'a du coup, formée sur plein de compétences différentes parce que du coup, il y avait à la fois le côté très commercial et à la fois le côté très humain avec les candidats. J'ai vraiment pu comprendre ce qu'était le recrutement à proprement parler, même si j'étais dans un secteur qui était l'informatique. Malgré tout, on était tous sur des secteurs différents et donc je pouvais entendre totalement, toutes les difficultés qu'il pouvait y avoir sur les différents secteurs et donc pour le coup, faut pas croire que c'est parce qu'on est que dans un secteur où là, par exemple, la restauration, parce qu'on dit qu'avec Bistrobiz, on est dans la restauration, qu'il y a que dans la restauration qu'il y a des complications, quoi. Enfin, je veux dire, il y a plein de secteurs où c'est même limite encore plus difficile le recrutement et pour autant, c'est quand même possible. Mais du coup, pour en revenir sur ce poste-là où en effet, c'était, hyper enrichissant de ces facettes-là. Mais d'un autre côté, c'était, comme tu le dis, enfin, je suis passée par un burn-out, littéralement à un moment donné parce que je n'en pouvais plus de cette mentalité où en fait, c'est pas du recrutement qu'on faisait, mais en fait, c'était vraiment un job de commercial, avec des numéros, quoi. On en arrivait à devoir, limite vendre des contrats, mais en fait, on vendait de l'humain, quoi, en quelque sorte, Ouais, enfin, c'est très, très particulier et pour quelqu'un comme moi qui, pour le coup, est quand même vachement porté sur l'humain et sur l'entraide et sur l'aide enfin, qui a fait des études en ressources humaines, c'était carrément paradoxal pour moi d'aller, jusqu'à faire du enfin, je sais pas comment je pourrais dire ça, sans genre, que ça paraisse, trop choquant, mais enfin, à un moment donné, on en arrivait vraiment à plus prendre le plaisir à passer des entretiens avec les candidats parce qu'on était vraiment porté sur la compétence pour de la compétence et plus du savoir-être, pur et dur, en fait. Parce que même quand moi, j'essayais au maximum de pousser plus le savoir-être que les compétences, parce que les compétences, ça s'apprend littéralement. Enfin, pour certains postes, bien sûr, il faut ouais. en avoir un minimum, hein, je suis d'accord. Mais en fait, dans cette optique-là, c'était pas possible, en fait. On pouvait pas juste voir le potentiel de quelqu'un par rapport à ses valeurs, par rapport à sa manière d'être. Il fallait que ce soit que des compétences. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'à un OK. moment donné, ça devenait hyper compliqué quand on essaye de justement de valoriser la personne parce qu'on sait qu'elle a le potentiel énorme de pouvoir grandir parce que justement, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'entreprise, qui s'intéresse aux autres, qui a envie d'apprendre. Mais en fait, ces gens-là étaient mis sur le côté. Et moi, à un moment donné, c'était plus possible. Enfin, je veux dire, pour moi, C'est quand même fou parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une période où on valorise énormément justement le côté valeur interpersonnelle, le côté du fait que la compétence peut s'apprendre à partir du moment où tu as la niaque et que tu as surtout la même vision que l'entreprise. ouais. Et justement, par rapport à ce que tu dis, moi, ça me choque, tout autant que toi et je me souviens encore de tes états d'âme justement à ce moment-là, qui étaient difficiles à voir et à vivre encore plus pour toi probablement. Mais en tout cas, est-ce que justement tu trouves qu'il y avait, un impact, quel impact entre est-ce qu'il y avait une connexion ou une déconnexion finalement entre le candidat et l'entreprise par rapport à ce que tu es en train de me dire? Bah, entièrement, enfin, ça dépend. Bien évidemment, il y en avait avec qui c'était un pur bonheur, hein, de travailler parce qu'ils avaient une mentalité qui était, très portée sur, justement l'humain et ça se ressentait dans la culture d'entreprise. Mais il y en avait d'autres, en fait, à partir du moment où ils partaient du principe qu'ils passaient par, Ouais, un cabinet, donc du coup, qui sous-traitait un peu cette activité-là, et qui payait pour ce service-là. Parce que forcément, bien évidemment, quand il y a cette dimension argent, cette taxe argent, pour eux, ils estimaient que, ils avaient une demande, il fallait que les demandes soient respectées. Enfin, c'est vraiment comme s'il y avait un cahier des charges, quoi et que OK. nous, on devait respecter le cahier des charges et du coup, quand on présentait un candidat, il y avait encore cette notion très, CV, tu sais? Où du coup, on présente le CV, et donc du coup, les gens regardent le CV et en fait, ne portaient même plus attention à ce que moi, je pouvais, dire dans mon discours parce que généralement, je les appelais, les clients et je disais: «Bah, voilà, j'ai eu cet entretien, ça s'est passé comme ça». Mais en fait, ils étaient tellement arrêtés vraiment sur, ce qui était marqué sur le papier et en fait, ne prenaient plus, comme tu dis, enfin, il y avait une déconnexion pour le coup parce qu'ils prenaient plus, le temps de vraiment aller voir plus loin quand on leur disait: «Mais je sais que ce candidat, c'est possible». Enfin, je veux dire, on est justement un cabinet spécialisé pour aller voir la vraie valeur des gens parce qu'on n'est pas juste là enfin, c'est pas du matching, en mode, tu me donnes les Non, c'est compétences chasseur de et tête un peu, c'est quoi. ça, en fait, totalement et pour le coup, il y avait, enfin, moi, j'en pouvais plus, quoi, clairement, de cette mentalité où je me dis: «Mais ils galèrent dans leur recrutement, ils veulent faire appel à des spécialistes, mais étant donné qu'ils payent, ils justifient que, même nous, ils nous traitaient comme de la merde, hein». Enfin, je veux dire, Ouais. parce qu'ils nous payaient, quoi. Et d'ailleurs, selon toi, justement, est-ce que pour toi, malgré que tu aies fait ce job, auparavant et voilà, qui t'a fait grandir, qui a fait partie aussi de tes premières expériences et cetera, est-ce que tu penses que justement une entreprise, elle doit faire appel à un cabinet de recrutement pour recruter? Alors,
En ayant travaillé dans un cabinet de recrutement et en voyant qu'il y avait quand même des consultants qui étaient hyper, vraiment pros, il y a vraiment des personnes pour lesquelles, on peut s'appuyer dessus et que le recrutement, ça reste quand même une compétence. Enfin, je veux dire, c'est Totalement. quelque chose qui ça s'invente pas comme ça. Enfin, je veux dire, il faut vraiment, se passer du temps sur du recrutement, c'est hyper important et forcément, quand il y a certaines entreprises qui, pour le coup, n'ont pas ce service-là internalisé dans leur entreprise, je pense que ça peut être bénéfique de passer par un cabinet. Mais encore une fois, il faut vraiment passer du temps en fait, pour répondre à ta question, si tu veux, il y a des cabinets où ils nous faisaient la demande, mais je ne les avais jamais eu au téléphone, des Ouais. clients. Et pour moi, ça, c'est pas acceptable. C'est-à-dire que pour que je puisse comprendre votre entreprise, il faut que je me déplace dans votre entreprise. Il faut que je vous rencontre, il faut que vous me parliez pour que je puisse m'imprégner de tout ça et que je puisse vous trouver la personne appropriée. Mais en fait, du coup, le problème, c'est que certains gérants, dirigeants ne faisaient pas ça, en fait. Ne prenaient pas ce temps-là. Et ils estiment que parce qu'on est spécialisé dans un cabinet, on a la science infuse et on va tout de suite capter ce que vous voulez, en fait. C'est clair. On n'est pas encore dans vos pensées. Mais par contre, par rapport à ça, il y a deux idées, c'est-à-dire que je pense aussi que certaines entreprises devraient garder le recrutement en interne parce qu'il y a forcément aussi toute cette culture d'entreprise à véhiculer qui quelqu'un d'externe ne pourra peut-être pas autant maîtriser que quelqu'un qui travaille justement dans l'entreprise. Donc c'est vraiment en fonction des postes parfois ou en fonction vraiment Est-ce des... que c'est pas, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que c'est pas par rapport au niveau aussi, du type au démarrage, quand tu es une petite entreprise, Ouais, tu structures le noyau toi-même, et après, forcément, plus tu grandis, plus tu peux te permettre parce que tu as déjà la culture ouais, d'entreprise, parce que totalement. tu as déjà tout ça, et que tu peux le transmettre. Parce que là, ce que tu es en train de me dire, est-ce que justement, il y a pas, on a un peu ce problème, d'ailleurs, on en reparlera aussi avec le côté marketing dans la resto, parce que finalement, ce podcast, à mon avis, va être super riche par rapport à ça, par rapport à ces deux facettes. Mais il y a un côté où il faut pas confondre le côté délégation et le côté collaboration. Ouais, c'est clair. Et justement, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas eu, que ce soit même, j'ai envie de dire, en marketing ou en recrutement, est-ce que tu penses que les gens, les dirigeants, font vraiment la différence entre le moment où tu peux déléguer quelque chose et le moment où tu dois collaborer, ce qui n'enlève pas cette notion d'argent et de, enfin, je veux dire, faire du commerce entre les uns et les autres, c'est depuis la nuit des temps et il y a rien de mal à ça. Bien sûr, on peut se faire Ouais, avoir, on peut se ouais, faire tout ça, mais bien mais sûr. au final, les meilleures relations peuvent aussi parfois se construire avec le respect d'une collaboration et pas d'une délégation finalement, Mm, parce mm, mm. qu'on est plus à l'horizontale qu'à la verticale. Ouais. Non, non, mais totalement. Enfin, pour moi, je pense que on ne prend plus le temps de rien. Et en fait, le problème, c'est que, bah, d'un côté, les clients, ils en peuvent plus. Ils sont dans le speed de trouver quelqu'un et qui galèrent depuis des mois, voire des fois des années, hein. Enfin, moi, j'avais déjà rencontré des clients qui avaient un poste vacant depuis 2 ans. Enfin, je veux dire, c'est quand même énorme, 2 ans. Mais C'est du clair. coup, là, à un moment donné, il faut peut-être se poser la question de pourquoi ce poste est vacant depuis 2 ans. Et donc forcément, eux, ils ont plus le temps et ils se disent: «C'est bon, je vais faire appel à un cabinet», donc du coup, ils se démerdent en quelque sorte. Mais sauf qu'en fait, bah, nous, de notre côté, comme je le disais en tout début, c'est qu'on est tellement pressés et qu'on veut tellement faire du chiffre, du chiffre, du chiffre, qu'en fait, on n'a même plus le temps. En fait, on nous laisse même plus, nous, le temps de créer une vraie relation avec notre client. Parce que c'est-à-dire que, on est vraiment timé entre, le premier appel qu'on passe avec le client, bah, dans les 2 jours, il faut qu'on ait fait le rendez-vous avec eux. Dans les 3 jours, il faut qu'on lui aurait proposé un premier candidat. Enfin, en fait, on n'a vraiment pas le temps et c'est ça le problème, c'est qu'on est tellement, en fait, pressé et tellement, poussé à devoir faire des actions vite qu'en fait, on en vient à même plus prendre le plaisir et même plus à vraiment comprendre la demande du client ou de la personne qui recrute pour justement, avoir une vraie collaboration, ce Et un, terme-là. En fait, c'est juste, bah, on n'a plus on ressent plus les choses, clairement par rapport à nos clients parce qu'on peut pas. On a cette pression, ouais. de nos propres patrons à nous dans la boîte et en fait, c'est de là où à un moment donné, c'était plus possible de travailler comme ça. Enfin, je veux dire, moi, je rentrais chez moi et je prenais l'ordi et je bossais jusqu'à des fois minuit, 1 heure du matin. On retournait enfin, à un moment donné, on peut plus, Non quoi. C'est mais pas vivable de faire des choses pareilles pour du recrutement, encore une fois. Je suis pas en train de sauver des vies non plus. Enfin, je veux dire, enfin, bien après, bon, sauver des enfin, vies, non, oui et mais non. je crée de l'emploi Mais plus ou moins, justement, quoi, mais mais c'est vrai que c'est ouf cette culture du vide, ce que tu dis, si quelque part tu sauves peut-être pas des vies, mais que tu en construis, enfin, ça fait partie de la construction. Je mmh. veux dire, la carrière de quelqu'un, Ah c'est ouais, c'est littéralement le clair. chemin de vie, quoi, tu vois? Et donc, vous avez ça entre vos mains, mais c'est ouf cette culture du vide. Moi, je trouve aujourd'hui, on le voit bien avec les restaurateurs aussi, certains, ceux qui arrivent à prendre ce recul, et avec qui on crée de la collaboration, qui écoutent le conseil, avec qui on peut avoir de l'impact, parce que justement,
parfois mieux vaut être 3 jours après, mais avec beaucoup plus d'impact. Et finalement, on gagne un temps fou. Et j'ai l'impression que c'était un peu ça aussi dans le recrutement. Et d'ailleurs, on peut le retrouver dans beaucoup d'entreprises, à mon avis. Là, on va se concentrer sur la resto parce que c'est là où on aime œuvrer. Mais c'est vrai que plus j'en parle avec d'autres, plus je me dis, waouh, OK, il y a quand même plein de soucis sous-jacents qui créent le souci de là. Et au final, on fait appel à des tierces personnes comme ces boîtes de recrutement pour régler un problème qui est le nôtre. Et on ne fait de moins en moins d'efforts là-dessus. Donc, c'est un peu décroissant. Et franchement, chapeau pour ça. Et je trouve ça fou, justement, que dans le côté humain, il y a d'ailleurs un de nos partenaires qui l'avait mentionné comme ça m'avait énormément marqué. Je crois que tu t'en souviens. Du côté, on parle de ressources humaines, mais au final, on devrait parler d'êtres humains. Et dans le sens où on est des êtres humains. Donc, les ressources financières, OK, mais en termes d'humains, on est des êtres humains. Et donc, c'est du management. Et donc, c'est du temps passé. Et donc, c'est des émotions. Et donc, on peut pas... Il y a des systèmes qu'on peut pas mettre en place comme des robots. Et s'il y a bien une chose que, justement, toute évolution ne pourra pas remplacer, c'est l'humain. C'est cette partie émotionnelle. Totalement, mais je pense que, tu vois, moi, au début, je voulais vraiment me lancer dans les ressources humaines. J'ai fait des études parce que j'avais vraiment cette notion d'humain. Mais en fait, quand j'ai mis un pied dedans, parce qu'avant de travailler en cabinet de recrutement, j'ai travaillé aussi en service ressources humaines en interne dans une boîte. Et en fait, tu as totalement raison quand tu dis c'est ressources humaines, et le terme, il est tellement un peu péjoratif quand on regarde vraiment. Et quand on est vraiment immergé dedans, enfin moi, je m'y retrouvais pas parce que je trouve que ça a perdu tellement de sa valeur, ce pôle-là, ressources humaines, enfin RH, parce qu'on est... en effet, on est entre la direction et entre les salariés. Et en fait, quand on veut essayer de plaire un peu à tout le monde, de satisfaire un peu tout le monde, je veux dire, c'est hyper compliqué parce que finalement, c'est toujours le patron, quoi, qui va primer sur le reste. Et en fait, on est un peu obligé de descendre ça, et qu'on soit d'accord ou pas qu'on soit d'accord, en fait, on est obligé de propager ça dans l'entreprise. Donc, c'est un poste qui est hyper compliqué. Et je pense qu'en effet, c'est pas fait pour tout le monde, et que quand, à un moment donné, on s'y retrouve pas, il vaut mieux en fait aller faire autre chose, et quelque chose qui a plus de sens. Et c'est aussi pour ça, du coup, que j'ai voulu totalement changer de direction, quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de partir de me suivre un petit peu dans cette folie? Parce que je me souviens littéralement que je t'ai un peu couru derrière quand même, hein, alors que tu n'avais pas l'expérience. Je me mettais des œillères un peu. Et c'était bien. Je sens que j'ai un truc pour toi. Je sais que t'aimes la com, je sais que t'aimes le marketing, je sais que t'aimes l'humain. Je pense que ça peut matcher. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Viens, on apprend ensemble. Et au début, c'était un peu ouais, mais non. Au final, un jour, tu t'es lancé. Et qu'est-ce qui a été le déclic justement à ce moment-là pour toi? Moi, je pense que ça a été le goût du challenge. Vraiment, c'est vrai que bon, comme tu dis, tu m'avais proposé et tout, et vu que voilà, on était amis à la base, que comme tu dis, la com, je commençais à m'y intéresser vraiment de plus en plus. Mais sur le coup, je me disais: «Ouais, est-ce que je vais avoir les épaules pour?» Enfin, c'est toujours un petit peu ce qu'on se dit, au tout début, on croit pas trop en soi, et cetera. Parce que c'était une toute nouvelle activité, et puis c'est surtout que je voyais que le projet avait une énorme importance pour toi aussi. Donc ça reste une responsabilité énorme de se dire on suit ou on la suit pas, enfin voilà. Et en fait, ça a été vraiment, de me dire, «Allez, je fais quelque chose, pour les autres, mais qui a du sens, en fait». Quelque chose qui va déjà être un peu nouveau, parce que finalement, ça n'existait pas non plus énormément sur le marché au moment où on a commencé. Et puis aussi le plaisir de se dire on crée un truc avec une amie, avec une proche. C'est vrai que c'était aussi un peu l'idée au départ. Et puis aussi parce que bon, ça touche au milieu de la restauration. Il faut quand même pas oublier que je suis une grande fan de restaurant. Mais ouais, non, franchement, c'était vraiment le challenge, quoi, de se dire allez, je sors de ma zone de confort, et on va créer quelque chose de grand ensemble, et puis de faire une nouvelle activité. Et puis de toute façon, je savais pertinemment que la com et le marketing allait être quelque chose dans lequel j'allais m'épanouir, donc ouais. Et ce qui est marrant, parce que justement, il y en a plein qui pensent que la com et le marketing, c'est un peu c'est pas, surtout en parlant aux restaurateurs, justement, où on pense que la com et le marketing, c'est au contraire quelque chose de
de méchant, tu sais, en mode oulala, ça c'est mal, ça vend, c'est du mensonge. Je pense qu'on a du mal à parler de marketing généreux finalement. Et bon, je pense qu'entre toi et moi, la générosité, c'est difficile de pas la trouver. C'est clair. Mais en tout cas, justement, c'est là où je trouve que c'est intéressant parce que tu viens de le dire. Et moi, je trouve que c'est marquant. Donc, je vais rappuyer dessus. Il y a du sens. J'ai trouvé un projet où il y a du sens, alors que certains ne trouveraient pas du tout de sens à cette histoire de marketing et communication. Et en plus, aujourd'hui, dans ce qu'on fait, et ça, c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de la discussion, on répercute même ce marketing et cette communication dans le recrutement. Donc, il y a pour le client, il y a pour le recrutement. Donc, il y a une dimension tellement humaine, finalement, si on regarde ça, parce que le marketing, finalement, c'est quoi ? C'est fait pour attirer de l'humain, le marketing. Et ça existe depuis la nuit des temps. Donc, c'est clair. Si tu devais vraiment, justement, en parler avec tes mots et expliquer un peu aussi le cheminement qu'on a passé, toi et moi, ensemble, à se former littéralement là-dessus aussi. C'est clair. Et à chaque palier, dire waouh, oh merde, oh waouh, oh merde. Enfin, tu vois, genre. Retester, chialer, recommencer, rigoler. Enfin, voilà. Et au final, tout ce kiff qu'il peut y avoir derrière que je pense les gens sous-estiment aussi. C'est ça. Et puis. Enfin, là où quand tu parlais de déclic aussi, c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui m'a beaucoup parlé, dans le sens où je consommais beaucoup de réseaux sociaux, enfin principalement Instagram, c'est vrai. Et on voit tout et n'importe quoi sur Instagram. Les gens s'en servent pour, enfin même des fois pour montrer des choses pour moi qui sont complètement absurdes. Et en fait, je me disais mais c'est quelque chose de tellement puissant, les réseaux sociaux. Et en fait, pourquoi pas en faire, pourquoi pas vraiment s'en servir pour justement répercuter quelque chose de bien, enfin si je puis dire vraiment de pouvoir justement contourner un petit peu tout ce qu'on voit qui absurde, enfin qui rend les gens encore plus absurdes qu'autre chose, et plutôt de montrer des choses qui en valent la peine, qui sont pleines de valeur. Et donc non seulement avec Bistrobiz, c'est ce qu'on fait parce que on aide vraiment les restaurateurs, mais du coup ça va encore plus loin parce que pour moi la restauration ça reste, comme je disais, en rigolant, je suis hyper fan j'adore aller au restaurant, mais pas que pour aller manger aussi, mais c'est vraiment parce que pour le coup j'ai toujours passé des super moments, enfin que ce soit pour célébrer des anniversaires, pour y aller en amoureux, enfin pour y aller avec sa famille, enfin peu importe quel événement, on se rassemble quand même souvent, que ce soit dans un bar, en terrasse, pour aller manger. Et donc ça va bien au-delà de tout ça, et donc ça reste des moments où je me sens bien et je pense que d'autres personnes se sentent bien. Et donc pour moi je me dis mais les réseaux sociaux vont servir aussi à aller montrer la vraie essence même en fait de certains restaurateurs, leurs histoires, pour que justement ils puissent encore aller toucher plus de personnes et répandre encore plus le bien, si je puis dire, parce que voilà, quelque part là c'est un secteur qui est en souffrance, on le sait, d'autant plus encore plus maintenant, mais du coup forcément le but c'est que on puisse ramener encore plus de raviver la joie et la foi. C'est ça. Vraiment raviver la flamme. Amen. Mais en tout cas. Mais du coup, c'est vraiment ça. Non, en vrai, on préfère en rire, mais dans le sens où d'ailleurs, justement, tu parles de souffrance et tu parles de raviver un peu la joie sur les terrasses ou dans les restaurants, dans les moments de vie. Est-ce que toi-même, qui justement est une grande consommatrice de restaurants, que ce soit par rapport à la bouffe littéralement, ou que ce soit par rapport à l'humain, au moment, à l'intention de cet instant-là, que de créer un souvenir finalement. Est-ce que tu ressens justement déjà toi-même une différence ? Est-ce que tu es souvent super heureuse quand tu vas manger quelque part, ou est-ce que tu es souvent déçue d'un rapport qualité-prix par exemple ? Qu'est-ce qui te marque le plus toi aujourd'hui justement ? Alors moi, ce qui me marque le plus, il y a plusieurs choses, mais si on fait un peu le parallèle avec le marketing et la com, justement, c'est vraiment ce décalage des fois complet entre on va voir quelque chose sur les réseaux ou un site internet, un truc sur Google, où on se dit mais waouh, ça a l'air incroyable, j'ai trop envie de tester, allez je fonce. Et en fait on arrive sur place et soit mais c'est hyper cher pour ce qu'on a, soit l'ambiance elle est pas du tout à la hauteur de ce qu'on a pu ce qu'on a pu voir et ce qui nous a donné envie de venir. Et en fait
Aussi, rien, enfin quelque chose de creux. Enfin, en fait, il y a des concepts qui s'ouvrent de plus en plus, c'est tout le temps la même chose et en fait, il y a pas d'âme, littéralement, on arrive enfin et du coup, moi, ça, je trouve que ça devient de plus en plus, décevant, surtout qu'en plus, bon, on le sait, ça a quand même un coût pour certaines personnes, hein, d'aller au restaurant, enfin, c'est pas non plus abordable pour tout le monde et donc forcément, quand on y va, plein d'envie de passer un super bon moment et qu'on arrive et qu'en fait, on est plus porté au moment de payer, de se dire, OK super, j'ai payé 60 balles, je me suis fait chier en quelque sorte quoi et j'ai mal mangé. Hem Plutôt que de se dire: «Mais j'ai passé un bête de moment, quoi». Enfin, je veux dire, ça, c'est plus possible. Il faut vraiment ramener ça. Pour moi, je trouve que c'est hyper important c'est-à-dire que si sur Insta, tu fais une com de malade, il faut que quand les gens viennent sur place, ils ressentent exactement la même chose et que tes clients, quand ils partent, ils soient, mais hyper contents et que tu sois sûr qu'ils reviennent, derrière, en fait. Et Totalement. sauf que le problème, je pense qu'aujourd'hui, c'est que les restaurateurs enfin, clairement se mettent des œillères, hein, enfin, je veux dire, pour eux, c'est la faute des autres. C'est le client qui ne veut plus payer, c'est le client qui est chiant, quoi, en quelque sorte. Alors qu'à un moment donné, non, Il y a enfin, pas de je veux fumée dire, sans feu, quoi. c'est ça, clairement. Donc ça, je trouve que ouais, c'est quelque chose qui est particulièrement marquant et que, je pense que c'est important de faire comprendre ça et comme tu disais aussi à un moment donné, par rapport au marketing que, les restaurateurs, ils fuient un peu ça. En fait, il faut pas le voir comme quelque chose qui est faux, justement. Enfin, je veux dire, Au de contraire. base, le marketing et la communication, c'est un vrai levier pour attirer, en fait, les gens. Alors qu'on sait Ouais, que la puis concurrence, elle est hyper rude aujourd'hui. et puis en plus, on récolte ce qu'on sème, à mon sens, dans le sens où, moi la première, hein, je faisais partie de ces restauratrices, oui certes, j'avais un pôle, marketing dans les grands groupes ou certains restaurants quand c'était, parmi les plus grands, établissements, où je drivais du marketing. Mais déjà, j'avais beaucoup moins de notions d'ailleurs, donc je les drivais avec, une vision du restaurant et je pense que c'est ce qui me permettait d'être cohérente. Mais par contre, j'ai découvert en l'espace de 1 ou 2 ans là, beaucoup de facteurs qui peuvent encore plus impacter positivement, Mmh. l'aspect marketing. Mais, j'étais vraiment cette personne, en tout cas, on me voyait pas moi, quoi. Ça, c'est clair, que, ayant vu la vie à table changer, c'est-à-dire que moi, de mon côté, j'ai été cette personne sur le terrain dans la resto et plus j'avançais, moins les gens parlaient, moins les gens consommaient, plus les gens étaient sur leur téléphone comme ça et je me disais et Ah donc en ouais. fait, je pense que beaucoup de restaurateurs de ma génération, plus ou moins de ma génération, on a eu cette espèce de dégoût effectivement de ce réseau social, de ces réseaux sociaux, en ayant un peu vu ce monde de l'influenceur, de tout ça arriver avec les gens ils mangent froid, ils consomment même plus leur assiette, ils te disent qu'après c'est froid alors qu'ils ont passé 2 heures à faire une photo autour de C'est l'assiette. clair, Enfin, c'est le ouais. téléphone qui voit le plat avant Voilà, toi-même, en c'est ça. Et fait. donc moi, j'étais là et j'observais tout ça sur le terrain. Et effectivement, il y a eu cette fracture où je me suis dit: «Mais c'est mort, moi je suis old school, jamais les réseaux» et cetera. Et puis un jour, comme tout le monde, je suis là, je consomme en fait. Moi-même, je bouffe en fait des réseaux sociaux tous Mmh. les jours. Ma mère le fait, je le vois, enfin dans la consommation générale, je pense même qu'avant d'aller manger au resto, on mange des réseaux sociaux, j'ai envie de dire. Et en fait, je me vois, comme ça consommer et je me dis: «Mais en fait, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a de tout, hein, comme dans les restos, comme dans toute industrie, comme dans machin». Et me dire en fait, putain, mais finalement, on peut ou être consommateur ou Être être acteur. acteur Mmh. de la chose. Et c'est là où moi, personnellement, en tout cas pour ceux, si je peux aider certaines personnes à pouvoir passer le pas aujourd'hui, me lancer sur les réseaux. Alors oui, il y a une vague de haters quand t'appuies, bon, parce que moi, je suis pas un restaurant, aujourd'hui, je suis plus un restaurant à proprement parler, mais donc, si je crée un débat à un moment ou un autre, on sait à quel point les humains adorent le débat. Et donc, si on appuie sur un truc qui fait mal, ça va générer de la douleur, probablement. Ça va Mmh. réveiller de la douleur. Et donc, ça va créer une émotion. En l'occurrence, il va y avoir le positif et le négatif. Mais c'est la meilleure chose que j'ai fait de ma vie de me mettre sur dans le sens où c'est hallucinant le nombre de relations solides qui sont arrivées aujourd'hui par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, mon environnement a totalement changé et tout est arrivé par les réseaux sociaux.
Ouais, c'est clair. Puis je pense qu'aussi, il y a plein de gens, quand on le voit, les messages qu'on peut recevoir ou des choses comme ça, bah, il y a plein de gens qui se sentent beaucoup moins seuls aussi Grave. et quelque part, c'est vraiment l'impact qu'on voulait avoir. Enfin, comme je disais au début, vraiment avoir quelque chose qui a du sens, Grave. porté sur l'humain, c'est totalement ça. Enfin, c'est-à-dire que le but, c'était pas de faire un buzz pour faire un buzz, mais c'est vraiment, en fait, de montrer que, bah, c'est un secteur en souffrance, mais qu'il y a des solutions qui existent et que, bah, justement, on est là pour ça, en fait, à un moment donné et qu'on c'est pas du bullshit non plus, quoi. Je veux dire, on veut vraiment aider les gens C'est et clair. le but, c'est vraiment aussi de créer une communauté. Enfin, c'est vraiment d'avoir un mouvement en marche quelque part pour justement, amener ce métier, Ce bah, positivisme. ouais, c'est ça, vraiment pour qu'on puisse, bah, avoir, un secteur qui soit beaucoup plus, magique quoi, quelque part. Enfin que pour le coup, donc c'est pour moi, c'est quand même une grosse victoire parce qu'on a réussi à passer ce cap Ouais, grave. après Grave. toutes les petites phases là un petit peu où on doutait, où comme tu dis, il y avait des pleurs, de la joie, enfin à un moment donné, on ne savait Ouais, plus puis où on est donner, passé, on a vraiment appris, comme on dit, sur le terrain là aussi, ouais, quoi. Genre, on a tenté tellement de choses que du coup, bah, je pense que les gens étaient aussi un peu perdus dans notre communication. Donc aujourd'hui, quand on apporte le conseil, il vient du terrain d'ailleurs, j'ai envie de c'est dire, que ce clair. soit sur la partie opérationnelle ou sur la partie marketing, tous nos conseils viennent du terrain. Et tout ce qu'on apprend en live, on le répercute directement C'est aussi clair. auprès de notre communauté. Et j'aimerais rebondir aussi sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu vois, là, ce que j'aime bien aussi dans ce qu'on dit, c'est que tout à l'heure, tu as parlé de connexion entre ce que tu vois sur les réseaux et ce que tu ressens dans la salle. Et je pense que c'est là où on est très complémentaires dans ce qu'on fait aussi. C'est que, parce que, faut le dire, aujourd'hui, on va dire la directrice marketing et communication, etc. Mais tu es aussi coach et consultante marketing pour les restaurateurs. Moi, je suis voilà, la directrice, enfin la CEO, si on veut dire ça comme ça, de Bistrobiz, mais je suis avant tout coach et consultante aussi pour les restaurateurs. Et au final, on a eu ce truc-là. Alors déjà, il y a 2 points que j'aimerais relever. C'est dans ce que tu as dit, est-ce que tu n'as pas l'impression que ceux qui se survendent sur les restos, du coup, il y a une déconnexion effectivement quand tu arrives sur le terrain parce que tu es facilement déçu. Et des fois, tu vas dans un resto, tu l'aurais jamais trouvé sur Instagram. Du coup, il y a pas grand monde sur la terrasse, etc. Et tu as envie de le crier au monde de comme quoi c'est génial, en Ouais, fait. oui, oui, beh, si, mais ça arrive très fréquemment et même avec certains de nos clients, enfin, je veux dire, justement, c'est ces personnes-là qu'on a trop envie de pousser, totalement, mais parce que justement, c'est généralement des, restaurateurs qui ont pas trop confiance en eux et en leur cuisine, en leur restaurant, en leur concept et alors qu'ils ont mais, enfin, vraiment, ils ont, quelque chose, quoi. Enfin, je C'est veux dire, clair. enfin, c'est à montrer, quoi. Mais ça, c'est clair qu'il y a une déconnexion énorme et justement, je trouve qu'on est vraiment dans cette démarche-là, en fait, de recréer cet équilibre pour que justement ces personnes-là qui envoient du lourd en com, mais qui suivent pas derrière, bah, ça puisse, suivre parce qu'on n'est pas en train de critiquer plus l'un que l'autre, hein, c'est pas du tout ça. Non, Mais c'est que le but, c'est vraiment qu'il y ait cette cohérence qui soit rétablie un peu partout, en fait et que autant ceux qui ont plus de lacunes sur le terrain, au niveau de leur offre, sur place, bah, on est là pour le renforcer mais aussi, bah, ceux qui ont l'offre qui est déjà dingue, qui n'est pas du tout, enfin, qui n'est pas du tout décevante quand on est sur place, bah, le but est vraiment de, montrer ça encore plus au monde entier avec, tout ce marketing et cette com. c'est clair. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne fait pas que du marketing et de la communication. Et c'est aussi pour ça qu'on ne fait pas que de l'opérationnel et Oui, parce que aujourd'hui, on peut aller voir toutes les agences marketing du monde. J'aurais pu prendre ben voilà, toutes les personnes pour m'aider à la communication et au marketing du monde. Si la communication attire et le marketing attire ou que les restaurants font appel à des influenceurs ou peu importe, que ça ramène d'un seul coup une vague de monde, mais que l'expérience ne suit pas, bah en fait, on le sait aussi bien, hein, c'est le marketing qui fait l'offre, c'est l'offre qui fait le marketing et c'est pas le marketing qui fait l'offre. Et du coup, bah, c'est là où je trouve qu'on est complémentaires dans ce qu'on fait, nous, en général, en tout cas, c'est d'avoir tous ces pôles qui viennent compléter le succès d'un restaurant. Et donc, si là, ce restaurateur, c'est en marketing et communication, il y a de la lacune, bah, toi, tu vas venir renforcer ça. Si c'est sur la partie recrutement RH, bah, je vais venir renforcer ça. Opérationnel, pareil. Bar, avec d'autres personnes. Enfin, voilà, cuisine, HR. c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est tellement complexe. Mais en plus, ce que je voulais dire, c'est que, par rapport à ce que tu dis, c'est qu'en plus,
on communique justement, vu qu'on parle de marketing et de communication, enfin, c'est-à-dire que là, toutes ces différentes choses qu'on va renforcer dans l'écosystème d'un restaurant, bah, en fait, on le communique entre nous, entre les différents, coachs et cetera, pour que justement il y ait cette cohérence partout. Enfin, c'est-à-dire que comme toi, tu es très axé terrain, équipe, leadership, moi beaucoup plus marketing et com, mais c'est-à-dire que si demain, on doit, échanger par rapport à un de nos clients, un restaurant, bah, avec nos expertises complémentaires, enfin, c'est-à-dire que moi, je vais avoir un discours marketing qui va en lien avec ce que toi, tu as pu observer du terrain de ce restaurant-là, en fait. Donc du coup, ça fait toute la différence que si tu fais appel à une agence marketing demain qui, pour le coup, n'aura pas forcément cette expertise Cette terrain, profondeur. vraiment ou comme je le dis, très souvent, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, bah, on voit plein de restos qui font, des photos, des choses comme ça et plein d'agences marketing ou de, personnes en freelance vont, conseiller sur ça, sauf qu'à un moment donné, il faut se dire, «C'est bon, tout le monde le fait, en fait, poster une belle photo, c'est facile, hein». Enfin, je veux dire, Est-ce que tu te souviens quand même de ce client qui a réussi à perdre carrément des followers et perdre de l'impact avec une à agence cause avec une marketing. agence marketing? Ouais. Ouais, ça, c'était assez dingue. Je sais plus combien d'ailleurs, je crois que c'était quand même 200, followers, un truc Ouais, comme c'est un truc. ça, qui a réussi à en perdre. Je crois que c'était la première fois de ma vie que j'entendais qu'une agence marketing était capable de faire perdre des followers à quelqu'un, quoi. C'est clair. Mais c'est clair que ça, des histoires comme ça, enfin, je veux dire, on n'est pas au bout de nos peines, quoi, enfin, Ouais. quand on entend ça, hein. Et ben, est-ce que tu penses que justement les gens ne surfent pas un peu sur la vague de l'ignorance aussi du fait que, vu que tout le monde sait que personne s'y connaît vraiment en marketing et communication, alors attention, il y en a qui font très bien leur travail, Oui, mais il y en a plein qui vont te vendre 3 posts par semaine, pour 500 €. Mais en fait, on s'en fout du nombre de posts par semaine et de ce qu'on veut, c'est l'impact. Ce qu'on veut, c'est qu'est-ce qu'on va rechercher en termes d'objectifs et cetera. Et souvent, en fait, à chaque fois qu'on nous partage les devis, que nos clients nous partagent les devis en interne, c'est: «Voilà, vous allez avoir, 3 posts par semaine avec, 2 réels par». OK, mais qu'est-ce qu'on va chercher? Quel est mais le totalement. Enfin, je veux dire, là, ça me fait penser à un coaching que j'ai eu il y a pas très longtemps avec une de nos, cliente qui, pour le coup, a une community manager. Donc là, c'est vraiment une personne en freelance, enfin, il me semble qu'elle est en freelance. Elle est accompagnée par cette personne-là depuis 2 ans à peu près et sauf que, bah, voilà, au niveau com, ça c'est beau, c'est propre, mais ça bouge pas plus que ça depuis 2 ans du coup, j'ai fait un rendez-vous justement avec, ces 2 personnes-là et cetera et là, je comprends vite qu'en fait, il y a pas d'objectif précis qui est mis en place, il y a pas de reporting, il y a pas d'analyse de stats, de choses comme ça et sauf qu'en fait, là, je me dis: «Mais il y a un problème». Enfin, je veux dire, au niveau du métier de community manager, il est trop mal représenté. Enfin, je veux dire, normalement, un community manager ou bien une agence, avec qui tu vas travailler dans le marketing est censé vraiment créer une stratégie pour t'apporter, soit des clients ou pour te générer des rendez-vous pour d'autres secteurs, enfin plein de choses, différentes. Mais il faut arrêter de penser que les réseaux, c'est juste pour gagner en notoriété. Enfin, je veux dire, non. Quand tu investis dans quelque chose, quand tu investis en une personne pour qu'elle te rapporte, plus de réservations, plus de monde dans ton restaurant, il faut qu'il y ait des objectifs de fixer, il faut qu'il y ait une vraie stratégie qui soit mise en place. Parce que là, en fait, clairement, notre cliente, elle nous disait: «Mais je sais pas comment fixer des objectifs marketing». Je lui dis: «Mais c'est normal». Je lui dis: «C'est pas, en fait, ton métier». Je veux dire, enfin, c'est toi, tu dois avoir des objectifs au niveau de ton restaurant qui vont après se traduire en objectifs marketing. Mais ça, si tu fais appel à quelqu'un, c'est censé être ce qu'elle fait, en fait. Et comme tu dis, c'est pas juste te faire, 3 posts où c'est, 3 photos, mettre une petite Ouais. description sympa et basta, en fait. Enfin, non et ça, pour moi, je trouve que c'est saboter le métier et c'est pas bien le représenter parce que, pour le coup, c'est un vrai partenaire que tu dois avoir pour qu'il t'aide dans ton business à le développer. C'est clair. C'est Et pas, d'ailleurs, c'est collaborer, ne jamais déléguer à 100 son image de marque. Et d'ailleurs, enfin, on en revient à ce que tu disais. Ouais, les réseaux sociaux, c'est beau. On voit des photos, elles sont belles. Mais en fait, les réseaux sociaux, c'est pas pour faire beau. non, faut C'est arrêter. un vrai levier d'acquisition. Et pour les restaurateurs et pour tout autre métier d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a 2 métiers dans ces réseaux sociaux. Il y a effectivement le métier de l'influenceur qui lui va se rémunérer avec le nombre de vues, avec tout ce que tu veux. Mais l'entrepreneur, il s'en fout du nombre de vues. Lui, s'il a 3 vues et que c'est 3 clients, c'est ce qu'il veut, quoi. Ouais, c'est clair. Donc à partir du moment où on est entrepreneur, donc restaurateur ou autre, bah, on va chercher, l'impact de ce côté-là. Et aujourd'hui, c'est notre première vitrine. Je veux dire, on est en 2025, toi-même, Mais tu sais. clairement, clairement et moi je dis toujours, que, des belles photos comme je disais, tout le monde peut le faire.
enfin, tout le monde peut le faire. Enfin, je veux dire, c'est accessible, mais en fait, Crée l'émotion. ouais, c'est ça, c'est que j'insiste beaucoup et on insiste beaucoup sur, à la fois l'histoire. Parce que en fait, n'importe qui peut vous copier, vos belles assiettes, votre cuisine, machin, mais personne ne pourra vous copier votre histoire. Enfin, ça, c'est propre à vous, c'est propre à votre restaurant et en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment comprendre et sur ce que j'insiste le plus, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens s'identifient à quelqu'un, s'identifient à des émotions. Enfin, je veux dire, a besoin, en fait, justement d'être immergé dans tout ça pour justement passer le pas, en fait, quelque part et se dire: «OK, c'est là où j'ai envie d'aller parce que je me sens, déjà bien rien qu'à consommer ce contenu-là» et c'est hyper, hyper important. Donc là, franchement, aller payer un community manager 500 balles pour qu'il fasse, 3 photos alors qu'il va pas du tout vous accompagner sur vraiment du storytelling pur et dur, sur de l'émotion, sur de la vidéo, sur tout ça, c'est inutile. C'est C'est jeter de vraiment l'argent par les mais fenêtres. clairement parce qu'aujourd'hui, c'est pas assez. Enfin, il faut qu'on vous voie, il faut que vous soyez, enfin, je sais qu'il y en a qui c'est très difficile pour eux de se montrer, en vidéo, de parler en vidéo, je peux comprendre, mais il faut vraiment passer le pas aujourd'hui. Il faut un peu sortir de cette zone de confort-là pour justement, créer la différence et ne plus subir aussi la concurrence quelque part parce qu'il y en a de plus en plus, hein, des restaurants qui ouvrent. Bon, il y en a autant, je pense, qui ferment aussi, Ouais. mais justement, c'est on le de toute façon, on le voit, hein. Moi, je vois parce que je fais très souvent de la veille, les restaurants qui cartonnent aujourd'hui, bah, ils racontent des histoires sur les réseaux, en Mais fait. totalement. Et d'ailleurs, on en parle régulièrement. Il y a quelques années, on t'aurait dit, «Ouais, si tu veux ouvrir un resto, tu as 3 choses à laquelle tu dois penser, c'est emplacement, emplacement et emplacement». Aujourd'hui, on est d'accord qu'on est un peu sur, concept storytelling, concept storytelling et en fait, quand on regarde ce reportage de TF1 il y a quelques jours là, voilà, qui te parle justement, du nombre de fermetures ou du fait ou de la consommation des restaurateurs, des clients dans un restaurant, qui partagent une pizza pour 4 ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a toute la confiance qui est complètement rompue dans cet environnement et en fait, d'ailleurs, je vais remettre un petit peu aussi le point soleil là-dessus, c'est une entreprise qui avance, un entrepreneur qui avance, il ne se repose jamais sur ses acquis. Je pense que la restauration, c'est vraiment reposer sur ses acquis. Après, Mmh. c'est qu'au moins humble avis. Et aujourd'hui, elle en paye un peu les conséquences. Bien évidemment, il y a des soucis, il y a l'inflation, il y a plein de choses. Mais bon, ça, je pense que tout le monde, dans n'importe quel environnement, voilà, peut le subir. Mais il y a un défaut aujourd'hui de positionnement. Donc, avant de faire un marketing, avant de de raconter une histoire, déjà à qui on s'adresse. On en parle aussi beaucoup au sein justement, et d'ailleurs, on accompagne littéralement les gens là-dedans. On a même eu 2-3 déclics, genre, voilà, Alicia en interne, etc., qui se dit, mais ah ouais, mais en fait, je ne connaissais même pas mon client idéal. Ah ouais, ça, c'est ouf. Et la communication est pourtant basée sur ton client. Et c'est là où on en revient sur, les gars, il faut arrêter d'être amoureux de son produit, il faut être amoureux de son client. Et effectivement, quand on fait tout ça, c'est, bah, quel est mon positionnement? Je parlais avec une restauratrice hier où elle me dit: «Ouais, ouais, en plus, c'est sa fille». Quand tu l'auras en coaching, tu m'en diras des nouvelles, mais genre, c'est sa fille qui gère la com, et cetera, et vu qu'elle était en stress par rapport au nombre de personnes qui venaient plus, nin, elle lui met un peu la pression aussi, du type: faut poster, comme j'ai pu parfois peut-être le faire d'ailleurs moi aussi. Alors qu'en fait, on se rend compte que plus on met en place une stratégie, plus on a de l'impact plutôt que de dire: «Poste demain, parce qu'il faut poster demain». Et hem et en fait, je dis: «Oui, mais je m'intéresse un peu à ces plats». Et à son environnement, je regarde ces photos, je me dis: «Waouh, ça a l'air quand même vachement travaillé». Moi, je voyais ces 2-3 photos, je me dis: «On est, on va attirer une cible qui est quand même, qui a le goût du bon et du bien, quoi». Voilà, qui connaît ses goûts, qui est prête à dépenser un peu, et cetera. Et en fait, j'apprends en discutant avec elle que tous ces plats, par exemple, vont être au même prix. Et là, je me dis: «Mais en fait», et quand elle a eu un peu moins de fréquentation, elle s'est dit: «Ah, je vais faire un petit menu, baisser le tarif du menu du jour», alors qu'en fait, ses clients, ce sont des notaires, des avocats, et cetera. Donc dans la tête d'un notaire et d'un avocat, si tu baisses le prix, tu baisses la qualité. Dans la tête donc déjà, tout ton positionnement et toute ta réflexion neuromarketing, en tout cas déjà de base, doit aller là-dessus. C'est dire déjà, bah, déjà foncièrement avec mon positionnement, mes prix, ma carte, mon visuel, est-ce que mon visuel colle à mes prix? Cette cohérence dont tu parles et dont on parle tant en interne, c'est voilà, est-ce que tout ça colle? Et derrière, comment je vais la répercuter sur mes réseaux? Et je regardais, je disais: «Mais voilà, il y a marqué, bistrot ouvert de telle heure à telle heure». Je dis: «C'est quoi?»
les gens, quand on leur dit, je sais qu'on est alignés là-dessus et je le répète ici, mais quand on leur dit, c'est quoi ton concept, tu veux ouvrir quoi? Ils disent, bah, moi, je veux ouvrir 3 brasseries. Mais c'est quoi 3 brasseries? C'est clair. Brasserie ou bistrot ou restaurant ou quoi que ce soit, c'est une typicité de business. C'est un business model à la limite. Mais c'est pas une expérience, c'est pas un concept. Un concept, ouais. Et donc, c'est pas l'histoire que tu vas raconter, la brasserie. Si, ça rentre un peu dans l'histoire de la restauration et dans ses codes. Mais c'est pas l'histoire que tu vas raconter au client. Le client va pas acheter brasserie ou bistrot ou restaurant. Et puis, c'est pas comme ça que tu vas le toucher non plus, non. quoi. Exactement. Et donc, c'est là où je trouve qu'il y a un vrai décalage et sur le quoi on les accompagne et sur lequel tu as énormément d'impact en interne. Et d'ailleurs, quelles sont tes plus grosses difficultés, justement, par rapport à ça avec les clients? Quelles ont été les plus belles réussites et les plus gros challenges que tu as pu avoir avec les restaurateurs aujourd'hui en interne? Alors, les challenges, c'est de leur faire comprendre l'importance du marketing et de la communication d'un point de vue général. Et puis, surtout, pour rebondir au niveau du client idéal, ça, c'est une notion que beaucoup n'ont pas. C'est-à-dire que pour eux, un resto, ils ont besoin de monde, donc ils veulent attirer tout le monde. Je veux dire, n'importe qui peut venir au resto et ils ont beaucoup de mal à se mettre dans la tête qu'ils ont un type de client qu'ils souhaitent plus que d'autres. Et moi, c'est ce que je leur dis toujours. Je dis, mais à la base, quand vous avez voulu ouvrir un restaurant, je pense que vous avez quand même eu envie d'un type de client qui viennent dans votre resto. Pour moi, ça paraît un peu logique quand des fois, on a son concept en tête, on a son histoire, etc. Et donc ça, c'est un des gros challenges aussi, où d'ailleurs, j'ai même une histoire, une petite anecdote avec une de nos clientes qui a un restaurant où ils font beaucoup un peu de végétal, ils cuisinent avec des produits, je veux dire, ils font vraiment très attention, c'est assez sain, etc. Mais ils sont dans un emplacement où il y a pas mal de bureaux un peu aux alentours, et puis ils ont un peu les franchouillards, quoi, un peu ceux qui aiment bien la bonne cuisine et tout ça. Et sauf que du coup, on parlait un peu de sa stratégie de communication, et puis je lui disais, mais est-ce que tu sais en fait plus qui t'as envie d'attirer, etc. Et donc, elle commence à me parler un petit peu de son type de client, qui est un peu des gens qui aiment bien prendre soin d'eux, type un peu femmes, parce qu'ils ont majoritairement des femmes, un peu de yoga, voilà, vraiment un peu, je pense, la mère voilà, qui prend hyper soin de son corps, qui va au yoga, voilà, machin. Et puis, du coup, on parle qu'elle veut faire venir une influenceuse pour justement voilà, promouvoir un peu son resto. Et je lui dis, OK, faut que tu cibles quelqu'un qui aurait un peu qui a ce type de personne qui la suit. Elle me dit, ouais, mais du coup, le problème, c'est qu'après, les gens qui viennent, là, les franchouillards, etc., ils vont plus venir. Je lui dis, mais tu les veux, ces personnes-là? Elle me dit, non, c'est vrai que c'est un peu des têtes de cons. Je lui dis, alors, tu les veux, ces têtes de cons, dans ton resto? Je dis, je pense pas. Donc, en fait, pourquoi encore tu veux faire des actions qui vont faire fuir les clients que tu ne veux pas, en fait? Je dis, au final, tant mieux. Je veux dire, le but, c'est pas que tu n'aies plus personne dans ton resto, bien sûr. Mais si tu veux attirer plus une clientèle qui te représente, dans ce cas, fais des actions qui vont vraiment plus aller dans ces personnes-là, parce que ces personnes vont s'identifier et vont venir. Et par contre, ceux qui, limite, te font chier, tu les laisses un peu de côté, quoi. C'est pas très grave. Et de toute façon, t'en auras toujours qui viendront pas, peu importe. Mais c'est pas eux qui vraiment vont être alignés avec ton concept. Donc en fait, c'est pas eux qui vont en plus devenir tes ambassadeurs quelque part. Parce qu'il faut aussi le voir comme ça, c'est-à-dire que tes clients, il faut se mettre dans la tête que eux, ils vont parler de ton concept. Le bouche à oreille existera quand même toujours, malgré tout, même s'il faut pas se reposer que là-dessus et que c'est pas comme ça que tu iras toucher plus de monde. Mais ça existera toujours dans le sens où si moi demain je vais manger dans un resto que j'ai kiffé, forcément, tous mes potes, je vais leur en parler demain et puis je vais leur dire, mais allez-y, viens, on y va. Ça marchera toujours, ça. Bien sûr. Mais parce que j'aurais été alignée avec le concept de base. Exactement. Et en plus de ça, tu aurais été beaucoup plus à même à consommer parce que tu es ce type de consommateur, de ce type de resto. D'ailleurs, ça me rappelle l'anecdote avec aussi l'un de nos clients qui nous a dit, oui, voilà, regardez, j'ai 2 avatars entre 35 et 45 ans et entre 50 et 70 ans. Et que j'ai personnellement 36 ans et que je lui ai dit, mais à aucun moment, j'ai eu envie de manger dans ton restaurant. Et c'est OK. C'est OK. Dans le sens où tous tes clients que je vois sur tes vidéos, etc., ont plus de 60 ans. C'est ça. Donc forcément, je ne me reconnais pas là-dedans. Et c'est OK, parce que ta cible, c'est pas moi. Et du coup, c'est fou, c'est ce désir des restaurateurs où ils ont peur
de perdre, où ils ont dans leur tête l'impression qu'ils attirent ce type, par exemple, de cible, alors que pas du Pas tout. du tout, ouais. Et tu ne sais pas pourquoi, ils sont restés bloqués sur ça ou sur cette envie-là. Et donc, effectivement, alors que plus on va cibler, plus en plus on peut attirer de tout âge qui peut effectivement consommer telle ou telle chose ou être plus old school ou plus. Enfin voilà, on a tous des personnalités très différentes. Mais en tout cas, c'est super de s'aligner avec sa cible. Et en fait, il faut multiplier son nombre de clients rêvés. Ouais, c'est ça. Et c'est la base. Mais c'est qu'en fait, ils ont tellement, peur de plus attirer personne, qui se concentrent pas sur un seul client, type et en plus de ça, c'est qu'après beaucoup s'étonnent que leur communication est totalement brouillon et qu'elle n'est pas du tout, performante, mais parce que c'est le point de départ et c'est vraiment ce que je rabâche très souvent, c'est qu'il faut être hyper au clair sur le client idéal et pour le coup, tous nos clients qui ont suivi un peu ce process-là et qui redéfinissent correctement leur client idéal parce que ce n'est pas juste dire en effet, il a entre 35 et 40 ans, ça va bien au-delà de ça quand même. Enfin, il y a plein d'aspects, où il faut vraiment connaître, son client idéal comme son meilleur pote. Mais c'est vrai que pour tous ceux qui ont fait ça, ils ont des je sais pas, ça connecte un peu dans leur tête et ils se disent: «Ah mais ouais, mais en fait, c'est vrai que je me rendais pas compte de ça» et que maintenant c'est après ça découle, en fait. Je dis pas qu'après ça va tout seul, la strat elle se met en place tout de suite. Il y a plein de choses à mettre en place après, bien sûr, mais c'est beaucoup plus fluide dans le message qu'on va, du coup, diffuser et qui va pouvoir faire en sorte que que ça va résonner avec justement la cible. Ouais. Et derrière, on va aligner ça avec l'expérience sur le terrain aussi, qui va du coup être beaucoup plus alignée aussi, parce qu'au lieu d'essayer sur le terrain de plaire à tout le monde, on va renforcer le code du service qui va coller à ce client-là. Mmh. Donc c'est toute la magie de tout ça, et on a eu des résultats relativement fous hein, par rapport Ouais, à ouais, ça. clairement. Je crois il y a certaines personnes, c'était quoi, le plus court qu'on ait pu faire, ça a été 15 jours, en 15 jours, 3 semaines, où on a littéralement fait un full book, voire même personne sur liste d'attente Ouais, dans clairement. un resto. Et dans la version la plus, on va dire, logique et classique, en 3 mois, on a doublé chiffre d'affaires et profit de certains restaurants en alignant tous ces axes-là, finalement. Oui, totalement, totalement, Et avec totalement. des personnes qui n'ont pas forcément, là, je parle pas de restaurants qui ont des budgets faramineux à mettre en Ah ouais, marketing non en plus, quoi. et qui était limite au bord de la fermeture plus qu'autre chose en plus, En hein, de plus, à ce base. moment-là, ouais. Donc non, non, on a vraiment été, sur des belles victoires avec des restos qui étaient vraiment, dans des difficultés aussi et qui, par contre, ont mis les bouchées doubles, parce que Ouais, ça s'est pas fait tout seul non plus, il faut quand même être réaliste. C'est sûr qu'il y a de l'investissement, de tous les côtés. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand tu veux vraiment, faire de ton resto une réussite, bah, faire ce qu'il faut. il faut faire ce qu'il faut et puis il faut vraiment mettre les actions en place. Mais ça fonctionne. Enfin, je veux dire, à un moment donné, Ouais, c'est prouvé. c'est clair. Mais en effet, quand tu parles de cette cliente, qui, du coup avait un événement, c'était pour le Nouvel An, je m'en rappelle très bien, un repas et enfin qui préparait un événement et qui faisait un repas dans son resto, qui a 15 jours, 3 semaines avait, personne, 0. avec qui, vraiment on a mis les bouchées doubles pour faire de la publicité, et qui est affiché complet à une semaine, Avant de l'événement. l'événement et qui a dû refuser du monde alors qu'elle s'y attendait, mais pas du tout. Ouais. Même elle était hyper sceptique à me dire: «Mais c'est impossible, on n'y arrivera jamais». Je lui ai dit: «Mais si, si, je te garantis qu'on va y arriver». Même si bon, on peut jamais être totalement sûr non plus, Regarde-toi dans le miroir et mais dis-moi ce que tu vois. Une femme fière, une femme forte. tu vas y arriver. Mais pour le coup, on a réussi et bon, on a été pris par le temps. Je dis pas que ça a été juste enfin, ça a été un peu de stress quand même. Bien sûr, Mais elle s'est enfin, moi, pour moi, j'ai trouvé que c'était assez dingue ce qu'elle avait fait, quoi. ouais. Enfin, Et d'ailleurs, en plus, cette même personne qui, juste avant, avait eu aussi un gros problème, une chute à un moment donné. En plus, elle est dans une ville, enfin, justement, elle est pas dans une grande ville, ouais, avec en plus, la saisonnalité. Et on le sait, mon Dieu, qu'on le sait, que dans la restauration, en fait, ce qui crée beaucoup de souffrance, à mon sens, et d'ailleurs, c'est pas qu'à mon sens, je cite les mots des personnes avec qui on discute tous les jours, que ce soit des restaurateurs, petits restaurateurs, si on peut appeler ça petits restaurateurs, ou même les grands restaurateurs qui génèrent plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Les deux me parlent de souffrance opérationnelle parce que fluctuation de tout qui change tout le temps. Que ce soit la saisonnalité,
que ce soit le staff qui un jour travaille bien, un jour travaille moins bien, que ce soit, enfin voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont un peu éprouvantes pour l'entrepreneur parce que c'est pas stable. Donc forcément, la courbe émotionnelle, elle est pas stable non plus. Et cette personne-là, qui justement, juste avant, nous appelle, Michael, Michael, c'est le coach financier et qui est aussi le directeur financier de Bistrobiz, pour ceux qui ne le savent pas. Mais voilà, mais en tout cas, il m'appelle, il me dit, Cindy, c'est chaud. Là, dans un mois, c'est chaud. Et donc là, bah, tu nous connais, en interne, attention, qu'est-ce qui se passe? Allô, on appelle tout le monde. C'est quoi le plan d'action sur cette personne-là? Et au final, je l'ai au téléphone, personnellement. Et je lui dis, écoute, c'est simple, tu vas faire un truc. Tu vas faire ce qu'on appelle un événement cash flow. Et juste avant ce jour de l'an, elle était à 2 doigts de fermer. Donc, il y a eu cet événement-là qu'on a mis en place où clairement, les amis, un événement cash flow, c'est quoi? C'est je promouvois un événement qui me coûte pas grand-chose et qui va me rapporter beaucoup. Et donc, on est en pleine fête de Noël parce que du coup, on se rapprochait du jour de l'an. Et là, je lui dis, c'est simple. T'es en pleine fête de Noël, là. T'es en plein marché de Noël. Tu me sors, peu importe, une crêpière, un vin chaud. Tu le fais avec les épices de ton resto si tu veux lui donner une identité. Mais tu me vends des crêpes et des vins chauds pendant 15 jours. Tu te mets à 2 sur la terrasse, je veux pas le savoir. Mais là, tu vas comprendre. Et au bout de 15 jours, si tu m'appelles en me disant que t'es encore en galère de cash flow, j'arrête tout. Clairement, c'était un peu le pari que j'ai mis. Et au final, j'ai pas tout arrêté. Je suis encore là, c'est que c'est une bonne nouvelle. Mais c'est surtout que cette personne a littéralement, elle m'a appelé justement 15 jours après. Elle m'a dit, mais Cindy, mon cash flow a remonté. Alors oui, certes, on a un peu changé les codes. J'ai pris. Il faut accepter de temps à autre de se mettre, de créer un peu, même si c'est pas totalement aligné, on peut trouver, arrondir la chose qui va aligner ça. C'est-à-dire qu'on peut faire une crêpe avec une signature, on peut faire un vin chaud avec une épice qui soit la nôtre, on peut, mais en prenant ce qui fonctionne et en essayant pas de réinventer le monde tout de suite et en allant chercher du cash flow. Et parce que sans cash flow, c'est mort. C'est ça. On pourra jamais avancer. Et derrière, toi, t'as lancé le coup de pub sur le jour de l'an et aujourd'hui, il y a même les gastros du coin qui vont l'avoir en disant tu fais comment? Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc, mais en plus, par rapport à l'histoire des crêpes, enfin là, moi, ce que je rajouterais aussi, c'est qu'il faut il faut mettre aussi un peu de son ego de côté en quelque sorte, parce que certes, elle faisait des crêpes, mais pour le coup, elle a pris ça en main et elle s'est pas dit non mais c'est un truc trop simpliste, ça va jamais marcher. Enfin, je veux dire, elle a vraiment foncé et je pense que pour beaucoup, beaucoup de restaurateurs qui tellement la tête un peu partout, prennent pas assez de hauteur et donc du coup ne se rendent même pas compte que, comme tu dis, des événements un peu cash flow, etc., ça peut être des choses aussi simples. On parle pas forcément d'un gros événement, énorme soirée. Enfin, je veux dire, c'est 2 personnes. Voilà, c'est ça. Et pour le coup, c'est elle qui a mis la main à la pâte pour les crêpes, quoi. C'est pas, elle a pas demandé à quelqu'un de le faire, de machin. Enfin, c'est Tout à vraiment fait. elle qui faisait aussi, quoi. Je pars du principe qu'on peut se remonter les manches et qu'on doit se remonter les manches en tant qu'entrepreneur, mais il faut choisir ses actions si on doit le faire. Et celles qui rapportent ou du temps ou de l'argent. En tout cas, en fonction des priorités. Et donc, du coup, le marketing et la communication en font partie. Vous avez entendu Perrine. Elle insiste fortement. Elle passe beaucoup de temps et d'énergie avec les restaurateurs. Vous imaginez même pas. Et elle passe beaucoup de temps et d'énergie avec moi aussi. Et en plus. Bien sûr. Non, mais en plus, tu es en front line. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est là où on peut parler aussi de la différence entre un personal branding, un corporate branding. Nous, on a un peu des deux, mais on s'axe beaucoup plus sur le personal branding. Et aujourd'hui, là, un restaurant, finalement, ça serait un corporate branding. Et j'ai envie de dire, on fait un peu la même chose, c'est axé sur un personal un peu branding aussi, même tout en gardant, bien évidemment, l'image de marque de l'entreprise qu'il y a derrière, quoi. Ouais, totalement. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure quand je faisais le paradoxe entre juste des belles photos ou du coup plus raconter l'histoire et se mettre en avant. Et en fait, c'est totalement ça. Même si on tombe pas entièrement dans du personal branding pour un resto, parce que il y en a certains qui veulent quand même se dissocier de l'image pour pas que, en gros, le resto, ça soit que eux. Surtout s'ils sont dans une optique par la suite de dupliquer le concept, etc. Et que forcément, ça peut des fois être un peu problématique, on l'a déjà vu. Donc forcément, il y a un peu
du cas par cas, parfois, en communication. Faut aussi, moi, c'est ce que je répète souvent, c'est-à-dire que ce qui va marcher pour un resto ne marchera peut-être pas forcément pour un autre et inversement. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, plus s'aligner avec ce qu'on veut, ses objectifs, pour que justement la stratégie soit adaptée. Et c'est-à-dire que si ton resto, c'est vraiment ton bébé, bah, dans ce cas-là, il faut que toi, tu sois la figure de ton restaurant aussi, parce qu'on le sait très bien, aujourd'hui, les gens s'identifient aussi à d'autres personnes. Enfin, je veux dire, moi, la plupart des comptes, que je suis vraiment et dans lesquels je suis vraiment fidèle, pour les restos, bah, c'est qu'ils mettent leur image, enfin, je sais Il y a qui de va y l'humain, avoir quoi. derrière, en fait. Je sais très bien que si je vais sur place, je vois cette personne, je sais que c'est, le Mais c'est patron ou la clair. patronne, quoi. J'ai pas de doute, et parce que justement, déjà, elle m'aura conquis sur les réseaux sociaux et ça fait toute la différence, et parce que justement, cette personne, limite, me donnera envie d'aller lui dire bonjour et de discuter avec elle. Et ça, c'est hyper important, et donc ça ramène quand même un petit peu aussi à du personal branding, même si à proprement parler, on ne met pas votre nom, on l'affiche pas partout, et cetera. Mais il faut quand même se mettre en scène malgré tout, et on le voit, il y en a qui ont eu du mal, avec qui on a accompagné, comme je pense aussi, à un des restos à Port-Grimaud qui, du coup, le Cartonne, en chef, fait, c'est se met de plus en plus en scène, ouais, aussi, sur le du côté réseau, coup, ouais. sur les réseaux, et en fait, on commence à avoir ce côté très attachant et de se dire: «Bah, j'ai envie d'aller manger parce que je sais qui cuisine derrière, qui fait ces recettes-là C'est clair. et que ça me donne envie», et donc ça, c'est hyper, hyper, important à intégrer, et forcément que tout seul, c'est pas facile à faire, mais le but, c'est d'avoir les bonnes personnes aussi à ses côtés Ouais, pour aller dans cet accompagnement-là. c'est clair, totalement et d'ailleurs, quand je disais cartonne, c'est cartonne pas encore. Peut-être, enfin, en tout cas, on est sur la recherche de ces résultats, sur le fait de cartonner vraiment et de devenir une belle image de marque. Mais là, on commence à cartonner. Enfin, moi, je trouve qu'on commence à avoir vraiment, effectivement, cette différence, dans ce restaurant à Port-Grimaud et je suis convaincu. Allez, on se donne combien de temps? On fait un pari? Par contre, on parie pas de fermer Bistrobiz, hein, Non, ça, j'ai arrêté. J'ai arrêté les conneries. mais ouais, bah, là, pour moi, on est encore, là, dans la saison et tout, mais je pense que d'ici la fin de l'année, enfin, ils ont, En toute tout cas, leur saison prochaine. ouais, donc pour la saison prochaine, Ouais, totalement, saison mais prochaine, pour Impact. le coup, ils vont avoir une meilleure renommée, ça, c'est clair et net, hein. C'est clair. C'est déjà en train et on est déjà tous en train de s'attacher. Enfin bref, c'est trop cool. Mais ouais, ouais, non, carrément par rapport à tout ça, puis même il y a l'équipe aussi, hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir l'équipe, enfin, tu vois, le sourire, l'humain, finalement l'expérience, le moment. Il faut ce mélange de tout et encore une fois, on en revient, tout le monde n'est pas restaurateur pour cette simple et belle raison que c'est très complexe un restaurant et qu'il y a tellement de facettes à pouvoir mettre en avant, qu'on doit mettre en avant. L'expérience, sur l'humain, sur le produit, sur, l'histoire du produit, sur l'histoire de l'humain, sur, voilà et comment embriquer tout ça finalement dans le bon ordre. Parce que pareil, le côté réseaux sociaux où les gens c'est: «Ouais, allez, je poste demain, ça vend». Souvent, je leur dis: «Mais les gars, si moi j'avais posté sur les réseaux avec de suite, achète», personne n'aurait acheté, quoi que ce soit. Ouais, Et c'est donc clair. en fait, il y a ce tunnel où il faut comprendre que l'impact, c'est d'abord on apprend, on se présente, d'abord on raconte l'histoire du lieu, on donne, on attire l'intérêt et cetera et puis après il y a des cheminements, des tunnels. On va peut-être pas rentrer dans le détail, parce que, on perdrait, je pense, une partie de l'audience Bah, après, à l'heure juste qu'il actuelle, faut mais comprendre dans les grandes lignes, c'est qu'en effet, il y a vraiment, un tunnel comme tu dis, et c'est vraiment genre se faire connaître, se faire aimer, et après faire, passer à l'action, faire convertir, et en fait, ça passe par différents types de contenus, bien évidemment, mais c'est toujours, en fait, le tunnel répétitif et le cheminement répétitif qu'il faut avoir sur les réseaux sociaux, et il faut pas avoir peur de se répéter, justement. ouais, Parce qu'en fait, vous allez avoir des nouveaux abonnés constamment, enfin, je veux dire, des nouvelles personnes qui vont s'intéresser au concept constamment, mais du coup, si vous n'avez pas toujours la même histoire à raconter, bah, à un moment donné, les gens ne vont pas passer à l'action. Parce qu'il faut bien aussi partir du principe qu'une personne qui vous voit une fois, c'est pas dit qu'elle se rappelle de vous demain, de sûr. Enfin, c'est je veux clair. dire, il va falloir qu'elle vous voie plusieurs fois, sur les réseaux avant de capter vraiment qui vous êtes, et avant de se dire: «Ah, mais je vais peut-être aller dans ce resto». Et c'est ce qu'on appelle de la propagande, j'ai envie de dire. Ça a Positive. fonctionné. Positive. Mais attends, bien sûr, propagande positive. Tu as bien fait de préciser quand même, sait-on jamais. On ne sait pas, c'est vrai que dès qu'on commence à parler sur les réseaux sociaux, il faut faire très attention. Mais en tout cas, oui, non, mais c'est rabâcher qui fait la différence avant de rentrer dans le subconscient de quelqu'un et avant de justement, passer au-dessus du concurrent,
C'est j'ai faim. Ah, mais oui, cash, je pense à ce resto. C'est putain, je rejoins mon ami que j'ai pas vu depuis 20 ans. Ah, mais ouais, viens, on va là direct. Et voilà, c'est parce qu'on sait, on est sûr, on est rassuré. Il y a plein de facteurs d'ailleurs émotionnels qu'il faut mettre en place. C'est quels sont les leviers, quelles sont les raisons pour lesquelles les clients ne viendront pas chez toi ou seront freinés de venir chez toi. Quelles sont les raisons pour lesquelles justement ils seront pareil pour ce client cible. Est-ce que je viens parce que faut que ce soit rapide? Est-ce que je viens parce que faut que ce soit de qualité? Est-ce que je viens parce que il faut que ce soit Pas cher. voilà, pas cher? Est-ce que la raison pour laquelle je viendrai pas, c'est parce que je pense que c'est cher, alors qu'en fait ça ne l'est pas, c'est parce que je pense que et tout ça, c'est ça qu'il faut raconter Exactement. d'une façon la plus sexy possible, bien sûr, et pas juste bonjour, c'est pas cher ici. Non, mais voilà, c'est rendre sexy les choses et puis transpirer en fait. La raison pour laquelle aujourd'hui, nous, on kiffe faire ce qu'on fait ensemble avec Bistrobiz et avec ma propre image aussi, avec tout ça, c'est parce qu'on est beaucoup plus. Avant, on était là, attends la mèche, attends le truc, attends la perfection de la photo, donc l'assiette, le resto, enfin, c'est pareil. Et au final, aujourd'hui, on est beaucoup plus aligné à l'imperfection parfaite et au fait de se dire, en fait, non, on veut partager ça, on veut propager ça, on a nos personnes et aujourd'hui, on a des visages en plus à la clé qui sont toute cette communauté Bistrobiz où là, on est en train de parler, on a 1000 visages et on a probablement cette intensité pour ça. Et un entrepreneur, c'est ça en fait sur les réseaux. Et un restaurant, c'est quand moi, je les entends parler et on leur dit, je leur dis, mais les gars, parlez-moi de votre restaurant. Waouh! On va sur les réseaux sociaux, toi et moi, ou sur leur site internet, on ne voit rien de tout ça. Ouais, c'est clair. Et C'est donc, clair. en fait, quand tu me racontes quelque chose à table, si je viens manger, économise-toi. Si tu le racontes une fois là en vidéo et que tu le postes sur un réseau, en plus, tu as propagé, c'est ce qu'on appelle un one to many. C'est-à-dire que ce que tu pourrais dire à 4 personnes sur une table de 4 ou même de 12, tu peux le dire Ah, mais à des c'est centaines de clair. milliers de personnes C'est clair. en vidéo. C'est Donc, il y a clair. un impact incroyable. Et en plus, vous aimez le propager autour d'une Ah ouais, table. non, mais c'est clair. Donc, Ah, mais finalement, ouais. ça, c'est un vrai conseil, en fait. C'est-à-dire que pensez à ce que vous dites à des clients à table, vous le dites exactement en vidéo, en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, pour vraiment aider justement Ouais, à c'est clair. savoir quoi dire, c'est totalement ça, en fait. C'est ce que tu pourrais raconter, genre à la fin d'un service Ouais. à 2-3 personnes. En gros, tu vas le propager aussi sur les réseaux. Donc c'est ça. Mais c'est vrai que, tu vois, on me demande souvent quelle serait la plus grosse erreur ou les erreurs que font les restaurateurs par rapport au marketing et la communication. La plus grosse qui me vient, c'est qu'ils ne le font pas, en fait, qu'ils ne font rien, justement. Ou pire, il y en a des fois qui me disent mais si, je poste, je mets une story tous les 3 jours. Ouais, mais alors, une story, en fait, ce n'est pas vraiment poster sur les réseaux sociaux. Genre, Ouais, faut puis ça comprendre un touche peu ça. aux followers en plus. Ça touche pas vraiment les gens. Et puis même, c'est pas faire de la communication, du coup. Enfin, Non. c'est pas du tout, ça va bien au-delà. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer parce que du coup, pour faire un peu le lien avec ce qu'on disait au tout début vis-à-vis du recrutement, c'est que en fait, les réseaux sociaux ne vont pas servir qu'à attirer des clients, mais en fait, vous allez créer vraiment tout un univers qui va même aller attirer des futurs candidats. Parce que Allez, on va dire. justement, on entend très souvent qu'il y a plus personne qui veut travailler, que c'est une galère, que c'est de la pénurie et même en plus c'est relayé partout sur les infos et cetera. Donc forcément, les gens y croient encore de plus en plus plutôt que d'essayer de prendre un peu le problème à l'envers et de se dire: «Est-ce que c'est pas nous qui faisons les choses pas forcément bien?» Et donc aujourd'hui, on ne peut plus uniquement compter sur France Travail, Indeed, des choses comme ça. Pour moi, c'est tellement vieillot. J'ai pas Ouais, d'autres et puis termes. alors, en plus de ça, le système fait que, même si on va pas rentrer en détail là-dedans, on est à France Travail parce qu'on touche un chômage, parce que, voilà, il y a tout un système derrière ça. Et on est à France Travail parce qu'on cherche, comme son nom l'indique, du travail. Un talent, il recherche pas du travail, il recherche un projet. Il recherche un projet de vie, il recherche. Donc, à partir de là, moi, si nous, demain, on était sur le marché parce qu'on ne travaille plus pour Bistrobiz ou X raison, on a des talents. C'est pas chez France Travail qu'on va aller chercher l'entreprise dans laquelle on va aller travailler demain, quoi. Et il faut Mais être c'est clair clair. là-dessus. Donc, du coup, par contre, c'est à un moment donné où je vais me dire qu'est-ce que je fais de ma vie et où on va être là, que là, il va y avoir la pub de recrutement ou le projet
qui va me dire « Ah mais ouais, mais carrément, mais en fait, c'est ça, mais il m'a parlé, mais en fait, c'est moi, c'est mon poste. J'y vais, quoi. » Mais c'est tellement plus innovant, en fait. Déjà, ça donne une image, que ce soit, de la boîte, ou Bah, c'est enfin, clair. peu importe, qui recrute, mais ça donne une image tellement plus, novatrice, enfin, pour attirer justement en plus, il faut quand même être totalement, lucide, mais la nouvelle génération qui arrive sont sur les réseaux sociaux et ils sont dans le digital, depuis limite, ils sont nés limite avec un téléphone dans la main, quoi, pratiquement. Donc faut quand même être, en face de cette réalité-là et de se dire, bah, comment on fait pour attirer justement, d'autant plus ces jeunes, cette nouvelle génération et justement les réseaux sociaux sont aussi faits pour ça, pour que, bah, justement, on puisse avoir des nouveaux leviers et qu'en fait on donne envie. Et c'est-à-dire que si moi demain, admettons, je recherchais dans la restauration, bah, si je suis un compte, où je me dis: «Mais ouais, l'équipe, elle est grave mis en avant, ça a l'air d'être hyper, une énorme cohésion, enfin hyper valorisé». Parce que j'en connais, hein, là vraiment quand je dis ça, je cite des Tu sais dans quel resto je tu peux pense aller à des travailler demain, restos quoi. vraiment où je pourrais aller quoi, pour le coup, parce que j'ai été totalement, Mais c'est hem, clair, en candidature spontanée. ouais, enfin, Voilà. vraiment je me disais: «Mais bon, je sais pas forcément, ce vers quoi je voudrais aller, mais pour le coup, ça pourrait me faire changer Ah mais si, on va te faire travailler dans un d'orientation». resto, Perrine. Si, si. OK, bon allez, c'est bon. Je signe. Si, si, voilà, on vient du terrain, donc tu vas aller le connaître, le terrain. On va te visiter là-dessus. Mais ouais, non mais vraiment, mais en tout cas, blague à part, enfin, c'est vraiment que pour le Non, coup, c'est même clair. si moi, ça m'a donné envie, alors que de base, je viens pas, de ce Ouais. milieu-là, depuis, mes 16 ans, tu vois? Je me dis: «Mais je pourrais, quoi». Et donc je me dis des gens qui travaillent là-dedans, enfin, en fait, quand même, c'est un job où on est, enfin, c'est un lieu de vie, quoi, quand même, un restaurant, quoi. Je veux dire, donc à un moment donné, on n'est pas dans un bureau, où on fait nos 8h, 17h et ciao, en fait. Enfin, même s'il y a quand même des horaires dans la restauration, bien sûr. Mais je veux dire, on partage avec des humains à table. Donc en fait, faites pareil. Partagez aussi ce que vous voulez avec votre équipe, quoi. C'est Enfin, clair. je veux dire, à un moment donné, vous voulez donner envie à vos clients, mais vous voulez pas donner envie à votre équipe. Enfin, c'est totalement, Tu passes un peu trop de temps avec moi, incohérent, toi. quoi. Oui, bah, en même temps, c'est aussi ce que je pense, hein, pour le coup. Bien Mais sûr, parce que vu que j'accompagne aussi sur le comment faire, pour attirer les bien candidats, sûr. mais c'est quand Mais même une d'ailleurs, réalité. on va faire un petit clin d'œil à Candice aussi, sur le même principe où elle avait parlé, du fait que, l'accueil était géré un peu en disant: «Ah bah oui, là, le chef de rang va le faire» ou «Moi, je le fais» ou machin. Bah, le marketing, c'est un peu la même chose dans les restos. C'est un peu: «Oui, oui, on a donné à l'hôtesse d'accueil, la mission de faire quelques stories, et on pense que le marketing va être bien géré». Donc c'est vrai que le marketing d'accueil, enfin, il y a des postes qui sont clés et cruciaux dans la rentabilité, des établissements et des entreprises qui sont littéralement donnés en mode comme ça, freestyle, Ah, mais c'est à clair. la personne, «Tiens, tu as 2 minutes là entre 2 assiettes et entre 2», tu penseras à faire une story, hein. Voilà, donc et je l'ai vu, sur le terrain, voilà, je citerai pas aussi parmi certains, groupes dans lesquels j'ai pu travailler à l'époque, c'est ça, alors que pourtant le groupe a les moyens. Donc perte de rentabilité, aujourd'hui, je pense que je vais pas tarder à les appeler pour leur dire, pour leur expliquer comment optimiser, certains résultats, puisqu'en plus, on sait qu'en 3, 6 mois ou 9 mois, on peut avoir des vrais résultats clés et que ce soit là, tout à l'heure, on a parlé de restaurateurs en difficulté, mais on a pu aussi prouver, l'impact sur l'optimisation et la scalabilité, des restaurants, qui ne sont pas dans cette phase de difficulté, mais qui sont dans cette phase de vouloir, bah, voilà, sortir, se développer, et les codes évoluent, bien sûr, mais c'est les mêmes principes finalement qu'on réutilise et qu'on fait évoluer, quoi. Mmh. Donc ouais, donc merci en tout cas de ton impact, au sein de Bistrobiz, avec les restaurateurs, je pense que clairement sans ta présence, que ce soit, pour nous, pour l'entreprise comme pour les restaurateurs, il y aurait beaucoup moins d'impact aujourd'hui. Donc je valorise clairement justement effectivement à la fois ce poste et à la fois, bah, les bonnes personnes au bon poste. Parce qu'il faut pas l'oublier. Merci. C'est la minute émotion. Justement, si aujourd'hui par rapport au recrutement, si tu devais imager ou que tu devais donner un conseil par rapport au recrutement, par exemple même nous, le recrutement, comment on le fait en interne chez Bistrobiz et cetera. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour ça finalement? Pas grand-chose? Pas grand-chose, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, mais en fait, justement, ce qu'on disait par rapport au marketing et à la com et que, bah, aujourd'hui, que les réseaux sociaux sont
une vraie carte de visite quelque part et puis du coup aussi attractif pour les talents. Nous, on est vraiment la preuve par rapport à ça parce qu'on n'a jamais fait de recrutement, je pense, à proprement parler. Et les gens viennent naturellement à nous parce qu'ils te voient sur les réseaux sociaux et qui, du coup, s'identifient, que ce soit par rapport à ton histoire ou par rapport aux valeurs ou par rapport justement au projet et à la mission de Bistrobiz et qui, du coup, ont envie d'en prendre part. Et donc, c'est clairement, en fait, je pense que j'ai pas d'autres conseils à donner que juste, en fait, dire que nous, ça fonctionne et que tout simplement, on n'a pas forcé, quoi. Je veux dire, à aucun moment, on a mis un post où c'était marqué nous recrutons. On l'a fait une fois. Ouais, une Et fois. encore, ça a moins marché au final. Enfin, c'est pas forcément ce qui a le mieux marché. Et après, il y a la partie, effectivement, où on pourrait, je pense qu'arriver à un certain niveau, on pourrait renforcer avec des ads pour aller vraiment quand il y a de la croissance dans le développement, dans le recrutement, donc dans le développement et donc dans le recrutement. Mais au final, l'organique fait énormément les choses. Ouais, clairement. Et donc, il y a un double, triple impact. Et c'est vrai qu'il y a c'est ce doux mélange entre l'organique, le payant, enfin la publicité, qui fonctionne ensemble. Et c'est clair que tu as cité un très bon exemple par rapport à ça, quoi. Parce que je pense que il y a pas un membre de l'équipe qui est pas arrivé par rapport à ça. Ouais. Bah ouais. Ouais. Donc si tu devais mettre un mot de la fin à ce Tomato Talks. Alors un mot, c'est littéralement impossible pour moi. Mais si je dois dire une phrase ou un petit paragraphe de quelques lignes pour clôturer cet épisode, je dirais que vraiment, il faut surtout pas négliger le marketing et la communication pour vous, les restaurateurs. Et que en fait, c'est un système aujourd'hui qui, comme Cindy pouvait le dire, est un vrai levier d'acquisition. Et que il faut se lancer. C'est pas facile. Oser. Il faut oser parce qu'en effet, on sort de sa zone de confort, mais que vraiment, à un moment donné, vous allez y prendre part. Et vraiment, j'ai plein d'exemples que je pourrais citer qui, au début, étaient réfractaires et qui, en fait, maintenant, prennent grave du plaisir, en fait. Non, mais vraiment, qui prennent du plaisir à être là-dedans. Et si vous ne pouvez pas, faites-vous accompagner. Enfin, vraiment, c'est OK, justement. Il faut pas avoir peur de ça. Vous n'êtes pas tout seul. Nous sommes là aussi. Donc ouais, vraiment, je dirais que c'est... Et puis alors, nous, on n'a pas hésité à se faire accompagner. Quand on a vraiment lancé, s'est dit, allez, vas-y, on se met à fond dans la com et le marketing, on s'est formé à balle. On est allé chercher tel accompagnement, telle chose, tel machin pour essayer de le répercuter. Voilà. Et en plus, aujourd'hui, cette connaissance, on peut la faire fructifier parce qu'on la répercute dans nos accompagnements à nous-mêmes. Et enfin, à aucun moment on a regretté. Alors oui, il y a peut-être des moments, certaines formations où on s'est dit bon, c'était pas la meilleure. Mais au final, est-ce que vraiment là, on souffre encore de cette non. Au contraire, ça a fait partie du cheminement. Donc, je dis pas que, enfin, on fait le maximum pour essayer d'être la meilleure, le meilleur accompagnement. Je dis pas ça, mais voilà. Mais c'est vrai que ça fait partie du cheminement dans la formation. À un moment donné, il y a des accompagnements qui fonctionnent mieux que d'autres. Aussi parce que il y a des matchs qui doivent se faire. Quand on choisit des mentors dans la vie, il faut que les mentors collent avec la personne. Donc, s'il y a une vibe et que ça colle, généralement, c'est que ça va dans le bon sens. Sinon, voilà quoi. Bon, en tout cas, on espère, mais vraiment et sincèrement, que ce podcast, que ce Tomato Talks vous a plu, que Perrine, justement, vous avez appris vous l'avez rencontrée pour certains, vous avez appris à la connaître un petit peu aujourd'hui, et elle fait donc grandement partie de l'équipe et de votre réussite. En tout cas, si vous nous rejoignez, que c'est clair. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre si ce podcast vous a plu. Dites-vous une chose, c'est que de la valeur et de la full valeur comme ça, on adore la partager. Comme on vous l'a dit, on est ultra généreux et vous pouvez nous suivre sur YouTube, vous pouvez nous suivre sur Spotify pour ceux qui n'ont pas le temps et qui veulent peut-être l'écouter en voiture, voilà, en allant faire même parfois les achats le matin avant d'aller au resto ou quoi. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. Et puis réserver un appel aussi pour ceux qui souhaitent discuter parce que nous sommes des vrais humains au téléphone, donc tout au plus vous m'aurez Candice ou moi au téléphone, donc voilà, on est encore très proche de la terre, donc on a vraiment vraiment hâte de vous rencontrer. Et n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast en commentant sous cette vidéo, et si vous avez aimé, le petit pouce, le petit like, et ça fait toujours la différence si vous aussi vous souhaitez nous aider à créer le mouvement, en tout cas.